Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, il y a des sujets politiques, c'est l'enfer. Mais bon, les Capitals ont gagné en fin de semaine. Fait que go Caps go! J'en parle 2 minutes de tout le temps que Frank m'a donné pour parler de baseball aujourd'hui. Écoute, il perdait 6-1 en 8e manche. 2 gars c'est but, 9e manche, 2 retraits. Quirion au bâton. La balle est frappée! Oh! Les Capitals sont champions! Les Capitals sont champions de la Ligue frontière! Les Capitals! Ils ont des bons micros pour hurler de même sans que ça fasse trop de... Wow. Ça n'a aucun bon sens, Marc-André! Wow, wow, wow! Anthony Quirion avec une vraie longue balle des ligues majeures! Incroyable! Et c'est la victoire! C'est le championnat! C'est incroyable! Les gens lancent leurs vêtements! Anthony Quirion est un champion! Anthony Quirion est un champion! Oh là là! 7-6, la victoire des Capitals! On peut déjà vous annoncer qu'Anthony Quirion est le joueur le plus utile de la série finale! Aïe, aïe, aïe! Comme fin de match dramatique, là, tu peux pas avoir mieux que ça comme setup. Là. Mais eux autres, d'après moi, ils font pas semblant d'être neutres dans la description. Hein. non, parce que moi, ça m'a tout le temps fait rire quand tu regardes les matchs de hockey sur RDS. Ils essayent comme d'avoir un genre de ton un peu neutre, mais quand tu écoutes Pierre Houd faire la description, c'est comme, il crie comme c'est pas possible quand le Canadien met un but, puis quand c'est l'autre équipe qui score, c'est comme, David Pastrnak arrive et le but. C'est comme, il n'y a aucun gaz, c'est comme full plate. C'est comme, ouais, d'après moi, c'est ça. Non, Marc-André Laure et Pierre Blais, ils ont donné un bon show, je pense, tout le long. Moi, c'est bol. Moi, j'espérais pas une défaite samedi, mais je voulais y aller dimanche parce que dimanche, s'ils perdaient ce match-là, ça rejouait dimanche. Puis finalement, on regardait ça. Hop, probablement qu'on va avoir des billets pour dimanche. Là, ils perdaient 6-1 tout le long de la game, tout ça. Et en 8e manche, c'était 6-1 encore. Là. Il y a des gens qui ont quitté le stade. Là. Il y a des gens qui ont quitté le stade en fin de semaine. Puis finalement, à la fin de match hollywoodienne, mon gars, hyper dramatique. Ça n'a aucun bon sens. Ce coup de circuit-là. Puis tu sais, les Régents Tremblay seraient fiers de l'Organisation des Capitals de Québec dans le sens qu'il y a 4 Québécois dans l'alignement. C'est une ligue indépendante. Le calibre est rendu fort. Il y a des gars qui lancent à 97 000 à l'heure là-dedans. La job que Michel Laplante a fait, que Charles Demers a fait pour mettre de l'entrain et de l'engouement autour des Capitals, c'est l'enfer. Écoute, ils ont eu 16 matchs consécutifs sold out cet été. Je veux dire, c'est un stade de 5500 personnes. Là. 16 games consécutives sold out, c'est malade. Puis il y a des gens vendredi qui m'écrivaient pour avoir des billets en pensant que j'étais capable d'en avoir. Sérieusement, il aurait pu quadrupler le prix des billets puis ils les auraient vendus. Là. Ah, c'est fou pareil. Hein. C'est tout qu'il y a des événements sportifs, mais c'est ça. Pareil qu'il y a tout le temps une super ambiance aussi dans ce stade-là. Là. Ben moi, j'y étais vendredi, en fait. Puis l'ambiance était malade. Ouais. Ça a été un autre comeback. Hein. Ça a été une autre game qu'ils ont tiré de l'arrière tout le long puis sont revenus vers la fin. Ouais. Il y a eu 7 coups de circuit dans le match. Je veux dire, si les gens voulaient un show vendredi, c'était un bon show. Moi, je suis sorti de là vendredi puis j'étais là, je dis « Wow, le show était incroyable ». Mais là, tu regardes la fin de samedi puis tu te dis « My God, man, quel spectacle ». Ouais, mais c'est pour ça que moi, ça va peut-être fâcher les quelques auditeurs européens qu'on a. Là. Mais votre foot, là, ce que nous autres, on appelle du soccer, moi, je trouve tout le temps qu'il n'y a jamais assez de buts là-dedans. Je suis comme, Chris, c'est plate. Moi, une game qui finit 2-1 ou 1-0, je trouve tellement ça plate. Là. Il n'y a pas assez d'action. C'est peu importe le sport. C'est comme écouter une game de NFL puis ça finit genre 14-7. T'es comme... Ouais. À la pire, moi, j'étais allé voir les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Foxborough. Il faisait fret que le calvaire. Puis toute la game, il ne s'est rien passé. Ça a été 3-0 toute la game, je pense. Puis
Tellement qu'à un moment donné, on était gelés, moi et ma blonde, puis on regardait le bordel, puis on est parti genre avant la fin. Puis les Pats ont fait un toucher, ils ont gagné la game 7-3. Mais je veux dire, j'étais comme même pas déçu d'avoir manqué ça. La game avait tellement été plate, là. C'était l'enfer. Non, c'est ça. Écoute, en fin de semaine, des affaires spectaculaires, il s'en est passé. Hier, je faisais de la peinture chez moi. Puis à un moment donné, j'avais pas regardé mon téléphone depuis plusieurs heures parce que j'avais même plein de peinture. Il était resté sur l'établi. Puis tout ça, je suis en train de faire mes affaires. Un moment donné, je me lave les mains dans l'évier, je lave les pinceaux, tout ça. Je prends mon téléphone, puis là, je vois le truc passer. Pour une deuxième fois en 2 mois, Donald Trump visé par une tentative d'assassinat. Je me disais, oh, Chris, mais ça va-tu finir par finir? Radio-Canada a fait quand même un petit topo, intéressant là-dessus. Je vais vous le mettre. Là. C'est capoté pareil, là, ce qui se passe. Là. C'est au club de golf. Oui, c'est ça. Ça s'est passé au... on va tout donner les détails après, là, mais ça s'est passé au club de golf de Trump qui n'est pas très loin de sa résidence à Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, c'est comme une petite bande de terre qui est un petit peu à l'est de West Palm Beach. Donc, je vous mets la petit reportage, puis après ça, on va commenter. Là. En début d'après-midi, alors que l'ancien président jouait au golf à West Palm Beach, en Floride, avec un de ses donateurs, que des coups de feu ont été tirés. À 1h30 de l'après-midi, dit-il, les services secrets ont tiré des coups de feu. Un des agents qui devançait Donald Trump sur le terrain de golf a aperçu un suspect dans les buissons. Il a aperçu son arme qui dépassait la barrière, dit-il, et il a tout de suite tiré. Le suspect se serait alors sauvé, laissant tout son matériel derrière lui. La police retrouve alors un fusil AK-47, 2 sacs à dos, des carreaux de céramique et une caméra GoPro. Heureusement, dit-il, il y avait un témoin qui a vu l'individu courir dans les buissons, qui a sauté dans une Nissan noire. Le témoin a pris des photos du véhicule et de la plaque d'immatriculation. Ce qui a précipité l'arrestation. Très vite, Donald Trump a réagi. Il y a eu des coups de feu autour de moi, écrit-il. Mais avant que les rumeurs ne commencent à circuler, je voulais vous dire ceci. Je suis sain et sauf, rien ne me ralentira, je ne me rendrai jamais. La vice-présidente a également réagi sur le réseau X. J'ai été informée des coups de feu tirés à proximité de l'ancien président en Floride. Je suis heureuse qu'ils soient en sécurité, écrit-elle. La violence n'a pas sa place en Amérique. C'est la deuxième fois en 2... Bon, là, il récapitule ce qui est arrivé dans l'événement précédent, là, mais on va juste se situer un peu là, géographiquement pour que les gens comprennent. Ça, mais le gars, c'est une menace pour la démocratie, c'est un dictateur, mais on est content qu'il n'y ait rien eu. Tu sais, à un moment donné, le langage guerrier de la gauche, on va réaliser que... parce que c'est tout ça qu'on dit, hein, toutes les fois qu'il se passe de quoi, puis qu'il y a peut-être quelqu'un de droite qu'on soupçonne. Ben, mettons qu'il y avait un gars, mettons que Kamala Harris a joué au curling quelque part, parce que je ne sais pas à quoi qu'elle joue, elle peut-être au golf, mais mettons que c'est au curling. Là. Puis il y a un gars qui a une carabine dans le sous-bois à 400 mètres d'elle. Puis finalement, on arrive, il y a un sac avec une casquette MAGA, puis il y a une carabine à côté de sa clôture. Qu'est-ce que tu penses que c'est la couverture hier? Il n'y a pas de guillemets à côté de tentative, il n'y a pas de peut-être, et tout le monde dit que c'est de la faute à Trump aujourd'hui. Là. Puis est-ce qu'on plug le fait qu'il jouait au golf avec un donateur? Non, ça, c'est pas mentionné non plus. non, c'est pas mentionné non plus. Donc, je vais vous montrer la carte parce que ça permet de se visualiser un petit peu, là, c'est quoi qui est arrivé. Là. Donc, ce qu'on voit ici, là, c'est la côte de la Floride. Donc, tu vois ici le petit graphique, on voit la carte de la Floride. Ça se situe à peu près ici au sud-est. Donc, ça ici, c'est le Trump International Golf Club. C'est là que les événements, la petite bande de terre minuscule que les gens voient probablement pas, là, mais qui est ici, c'est là qu'il y a sa résidence. Le suspect a été arrêté plus au nord, vers Stewart. Donc, c'est chanceux de le pogner, pareil. Oui, ils ont été chanceux de le pogner, mais le gars n'a pas été wise. Là, il laisse toutes ces affaires-là, il saute dans une Nissan noire puis il embarque sur l'autoroute. Ouais. Fait que c'est ça qui est arrivé. On a un petit peu plus justement d'informations sur c'est qui le suspect. Là. Donc, là, on comprend que ses comptes sur Facebook puis même sur X ont été délités là, parce que les gens se sont dépêchés à les fouiller. Je pense qu'il y en a qui ont fait des captures d'écran, mais tout ça a été supprimé. Puis ce bout-là, je le comprends pas. Pourquoi on supprime ces comptes de réseaux sociaux? Je sais pas.
Je sais pas c'est quoi supprimer ou geler. Tu sais, je sais pas Ouais, exactement mais, c'est quoi l'objectif de ça. Là. mais à part animer des théories de la conspiration, je vois pas ce que ça fait. Là. Ouais, peut-être pour empêcher que des gens puissent le pirater, ce compte-là, puis l'utiliser pour faire des posts ou quelque chose. Je sais pas. Il doit y avoir une raison là, pour laquelle ils font ça, mais je peux pas te le dire. Là. Donc, on dit, c'est ça, il y avait un des agents, parce qu'évidemment, Donald Trump, il y a des agents de sécurité en permanence. Là. C'est ceux qui ont fait le job, by the way. Là. Donc, il y en avait un, il était 2 trous avant Trump. Donc, on dit que c'est à peu près un petit peu moins de 400 mètres. C'est proche pareil. Là. Quand tu as un fusil avec une lunette, 400 mètres, c'est rien. On l'a vu la dernière fois, là, le sniper qui parlait. Avec ce genre d'arme-là, tu pouvais tirer comme à 1,2 km, 1,5 km, un vrai sniper. Là. Il était à 150 mètres. Là, c'est ça. Là, il était à peu près à 400, 2 trous avant lui. Et là, c'est ça, ils ont un des agents qui était là, des services secrets, il a repéré un homme avec un fusil à travers la clôture. C'est ça, ils ont tiré. Finalement, ils ne l'ont pas eu. Le gars s'est sauvé dans son char. Puis le gars, il s'appelle Ryan Wesley Routh. Il est né en 1966. Il est arrêté, fait face à des accusations criminelles. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils ne savaient pas si le tireur avait lui-même tiré un coup de feu lors de l'affrontement. Parce que tout ce qu'on a entendu, c'est des coups de feu. On ne sait pas vraiment si lui a tiré, à proprement parler. Là. Le fusil qui a été retrouvé, c'est un type AK avec une lunette. C'est ça, comme on disait dans la petite vidéo, il y avait un sac à dos, une caméra portable GoPro. C'est ça que ça dit, suggérant que le tireur voulait se filmer dans les buissons où il se cachait. C'est un héros dans sa tête, lui, là. Oh, oui, c'est un héros dans sa tête. Et c'est ça, c'est que le gars, en fait, c'est un... tiens, je vais vous montrer cette carte-là. On le voit un petit peu mieux, là. Et ça, c'est le défaut, hein, quand... je pense que le prof Caron avait une bonne figure de style pour le dire, c'est quand ton adversaire politique devient un ennemi dans ta tête, c'est que là, tous les coups sont permis pour l'abattre, là. Mais, exact. je veux dire, vous comprenez que ça ne marche pas, là. C'est pas le monde dans lequel on vit. Un adversaire politique, c'est pas un ennemi politique. Mais le langage des démocrates est de traiter Donald Trump depuis le début comme un ennemi politique et non pas comme un adversaire. Là. Exact. Donc ici, on voit un petit peu mieux la carte. Là. Le resort de golf est là. Mar-a-Lago, c'est ici. Là. Donc, c'est vraiment pas loin. À côté. C'est à côté de la résidence. Là. Et ce qu'on dit dans le truc, c'est qu'en fait, le gars, c'est un militant de la cause ukrainienne. Là. Donc, on a un petit peu plus d'informations sur lui. Ce qu'on dit dans le reportage, dans l'article du Wall Street Journal, c'est que c'est ça. Le gars se rendait au club de golf puis il avait l'intention solidement d'en finir. Et ce qu'on sait de lui, c'est c'est ça, l'identité du gars, comme je l'ai dit, on sait son nom. CNN et New York Times ont rapporté qu'il s'agissait de Ryan Wesley Routh, un homme de 58 ans ayant vécu à Hawaï et travaillé dans la construction en Caroline du Nord. Les chaînes CNN et CBS ont rapporté que M. Routh affichait un casier judiciaire s'étalant sur plusieurs décennies et publiait régulièrement des articles sur la politique et l'actualité critiquant Donald Trump. Il a également exprimé clairement son soutien à l'Ukraine après l'invasion russe. Et quand je dis clairement, c'est assez clairement. Là, regarde la photo qu'on a de lui dans l'article de Radio-Canada sur ça. Ils sont dans une manifestation pour l'Ukraine, puis il y a le drapeau de l'Ukraine peinturé d'en face. Oui, puis j'ai vu des tweets de lui qui parlaient d'acheter une bombe puis aller mettre ça sur Poutine, puis tu voyais que c'était quand même assez c'est ça, check la déclaration. Je suis prêt à prendre l'avion pour Cracovie et me rendre à la frontière de l'Ukraine pour me porter volontaire, me battre et mourir. Puis-je être l'exemple que nous devons gagner, avait écrit M. Routh dans un message sur Twitter en mars 2022. L'AFP avait interpellé M. Routh à Kiev fin 2022 alors qu'il participait à une manifestation de soutien aux Ukrainiens piégés dans la ville portuaire de Mariupol. Poutine est un terroriste, il faut en finir avec lui. Nous avons besoin que tout le monde dans le monde entier arrête ce qu'il fait et vienne ici maintenant, avait-il déclaré à l'époque à l'AFP. Les États-Unis soutiennent l'Ukraine, bon, blablabla, il y a un peu de niaiserie là-dedans, là. Mais... les fils se touchent souvent pour ce gars-là. Là. Ben, tu sais, ça fait quoi dans la tête d'un gars de même? Puis, je veux pas déresponsabiliser les individus qui sont éminemment coupables et responsables de leurs propres actions. C'est pas moi qui va les déresponsabiliser. C'est juste que chaque fois qu'il y a quelqu'un quelque part qui fait quelque chose qui aurait des liens avec les idées de droite,
on dit tout le temps que ça finit être la faute à Trump, ça a faute aux radios de Québec, ça a faute à ci, ça a faute à ça. Lui, là, quand encore la semaine passée, dans le débat, Kamala Harris a répété ce mensonge à 2-3 reprises que si Trump est élu, il va donner l'Ukraine à Poutine. Là. Et que les médias disent depuis des années que Trump est un agent russe, un pro-Poutine, que s'il est élu, l'Ukraine, ça va être la fin, que tous les Ukrainiens vont être assimilés par la Russie. Qu'est-ce que vous pensez que ça produit dans sa tête à ce moment-là? Puis quand on dit que c'est un dictateur, que c'est la fin de la démocratie, and we won't let him. Ça, c'est les mots de Kamala Harris qui ont été répétés souvent. We won't let him. Tu sais, pour une politicienne, ça peut avoir l'air bénin, mais dans la tête d'un crackpot, c'est pas si bénin que ça. Là. Ben, surtout, rappelez-vous les mots de Biden. Parce que le lendemain, les mots de Biden, les mots qu'il a lus sur le télésouffleur, le lendemain de l'attentat qu'il y a eu le 13 juillet, si ma mémoire est bonne, le premier, là, avec qu'on a vraiment vu la balle effleurer l'oreille, puis bon, toute l'affaire, là, on ne reviendra pas là-dessus, là, mais le lendemain, Biden a fait une adresse, ou le surlendemain, assis dans son bureau ovale, et il a dit, là, il faut enlever, je le paraphrase, il a dit, il faut enlever une bûche du poêle. Il faut se calmer avec le langage guerrier. Il faut apaiser les tensions. Ça a duré 24 heures. 24 heures après, il recommençait. He's a threat for democracy. We won't let him. He would be a dictator for one day. To day one. C'est bien important de changer l'expression pour que ça ait l'air de ce que c'est pas. Là. Et elle, encore, elle recommence là-dessus. He's a threat to democracy. Il est une menace à la démocratie. Il va être un dictateur. Il va avoir un bain de sang. Il va mettre ses opposants en prison. Ils vont, tu sais, etc., etc. Ben, ce genre de gars, lui, il se prend pour un héros, là, le gars qui a été arrêté. Là. À la limite, il comprend même pas pourquoi on l'a arrêté. Il est comme moi, mais je m'en rendais rendre service à l'humanité. Là. Pourquoi? C'est quoi le problème? Là? Fait que, tu sais. Ben, moi, ce qui me fait le plus chier dans tout ça, c'est que c'est le phénomène de projection. C'est que les démocrates et la gauche canadienne, la gauche québécoise, arrête pas de dire que c'est Donald Trump qui agit de cette façon-là. Mais je veux dire, ils s'écoutent pas. Ils s'entendent pas, eux autres, de leur côté. Ils s'entendent pas. Puis là, 2 tentatives d'assassinat en moins d'1 mois, ou à peu près 1 mois, pour un ancien président, je veux dire, c'est un peu débile, là. Ça arrive jamais. Pas mal, ouais. Ça arrive pas souvent, normalement, là. Mais là, c'est 2 dans le temps de le dire, là. Il n'y a même pas eu ça dans sa présidence ou presque. Là. Ouais, puis en 2020, là, je me rappelle quand même assez clairement de la campagne puis de l'élection là, qui a amené à Biden à être assermentant début 2021. Là. Mais il me semble que c'était pas aussi acrimonieux que ça l'est en ce moment. Il me semble qu'il n'y avait pas d'histoire de « we won't let him », ça va être la fin du monde, la fin de la démocratie. Tu sais, c'était évidemment assez hargneux. Puis les démocrates reprochaient à Trump sa gestion de la pandémie, puis bon, toute la patente, là, on ne reviendra pas là-dessus. Mais il me semble qu'on n'était pas aussi fou que ça l'est en ce moment. En ce moment, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, on connaît le bonhomme depuis tout ce temps-là. On sait ce que ça a donné 4 ans à la présidence. On sait ce qu'il fait. On sait... Il y a une part d'imprévisibilité là-dedans. Mais c'est comme si ça n'avait jamais été aussi pire que... Tu sais, c'est pire qu'en 2016, là. De 2016, tu avais la fille avec le jacket vert qui pleurait dans la rue. Tu avais les acteurs ratés qui disaient qu'elle allait déménager au Canada. Tu as eu plein d'affaires weird. Là. Mais à ce point-là, là, quasiment des appels à le mettre en prison. Puis, ben ça, c'est exactement ça. On oublie ce bout-là, mais toutes les tentatives de rendre sa candidature inéligible en cours. Ouais, tu sais, je veux dire, mettez-vous dans la tête d'un psycho un peu là, qui se dit, là, il faut sauver l'humanité. Il se dit, les juges n'ont pas réussi, les démocrates n'ont pas réussi, les démocrates appellent à ce qu'on fasse tous les efforts possibles pour pas qu'ils rentrent, la démocratie est dans la balance, il faut sauver la démocratie. Tu sais, je veux dire, le narratif pour se construire une cape de Superman, il est facile à construire. Là. Oui, et... sur Twitter, là, ça a l'air de s'être calmé. Mais hier, puis encore très tôt ce matin, tu avais un hashtag qui était dans le top des tendances qui s'appelait Stage Assassination Attempt.
OK, ils sont dans le complot, là. Oui, ils sont totalement dans le complot. Je vous ai envoyé tout à l'heure dans notre conversation de groupe une capture d'écran d'un gars qui dit là, Trump essaye encore de faire croire que quelqu'un a voulu le tuer. Là. Il y a eu des coups de feu pas loin. Là, c'est pas un. Là, tu te dis, mais une tentative d'assassinat, c'est pas juste quand quelqu'un se mange une balle. Là. C'est qu'il y a un gars qui arrive avec une arme puis qui veut le tuer. Là. Appelez ça comme vous voulez, appelez ça, je sais pas, moi, mais c'est la même affaire. Là. En fait, 400 mètres, je te dirais, les services secrets. On trouvait que les services secrets l'avaient échappé la première fois. Là. Mais là, un gars avec un AK-47 à 400 mètres du président, tu te dis, voyons, Simonac, c'est les services secrets de la présidence américaine pour vrai, ça, là? Ben, la première fois, il l'avait vraiment échappé parce que c'est un événement statique dehors. Là, il bouge. Tu comprends? Il se promène sur un rond de golf, le terrain est immense, il y a des boisés, il y a des clôtures. Ils l'ont peut-être échappé, mais l'autre fois d'avant, ça n'aurait jamais dû arriver parce que c'est un endroit fixe avec une foule, puis il y a un périmètre qui est sécurisé. Là, le périmètre bouge, tu comprends? En tout cas, je m'a dit une affaire dans mes livres de Tom Clancy, les services secrets sont plus chers que ça. Là. Ouais. Ça commence à. Puis je suis pas câble, je sais que c'est une agence gouvernementale, puis c'est overrated as fuck. Là. Ben oui. Mais là, le overrated as fuck des services secrets, il s'en vient assez spectaculaire. Mais si c'était si bon que ça, on s'entend-tu qu'il n'y aurait pas autant de présidents qui seraient fait buter ou tirer dessus? Là. Non, mais là, c'est parce qu'ils commencent. Ça commence à être apparent qu'ils sont pas bons. Là. Oh oui, ça commence à être assez apparent qu'ils sont pas bons. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont au bout de leur chaîne. Hein. Je regarde ça, là, puis tu vois, en ce moment, le hashtag qui trend au Canada, c'est hashtag Deport Elon Musk. OK. Ça a l'air que, vu qu'il est rendu plus pour Trump, là, je sais pas, il faut le déporter où? En Afrique du Sud? Il y a tellement de gens qui doivent regretter leur Tesla. Là. À chaque matin qu'ils rentrent dans leur Tesla, le cœur doit leur lever. Là. Parlant de Elon Musk, je ne sais pas s'il y a des téléphones qui se sont fait aller, mais le petit sbire de l'Union européenne, Thierry Breton, démissionne de ses fonctions de commissaire à l'Union européenne. Le commissaire européen... Ça, c'est le gars, dans le fond, qui voulait amener Elon Musk devant les tribunaux avec X, puis pour des centaines de millions de dollars. Il voulait il a collé des amendes, puis tout ça. Puis c'est pas un peu lui aussi qui est derrière l'arrestation du gars de Telegram? Ben, en tout cas, on pourrait le soupçonner. Le commissaire européen français Thierry Breton a démissionné ce lundi 16 septembre de son poste à l'Union européenne avec effet immédiat, en publiant sur le réseau social X sa lettre de démission adressée à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Au cours des 5 dernières années, je me suis efforcé sans relâche de censurer tout le monde, c'est-à-dire de défendre et de faire progresser. Hey, check-moi le discours de marde. Défendre et faire progresser le bien commun européen au-delà des intérêts nationaux et partisans. Ce fut un honneur, souligne l'ancien ministre français. Est-ce que quelqu'un pense que tout ça est un hasard? Moi, je pense qu'il a essayé de frire un poisson qui était trop gros pour lui. Là. Ouais, moi, je pense, qu'on le veuille ou non, Elon Musk, il représente probablement aujourd'hui quelque chose que les démocrates n'aiment pas, c'est-à-dire un républicain. Mais à l'échelle internationale, il représente une grosse compagnie américaine. Et les intérêts américains, là, c'est que l'Union européenne... Moi, je pense qu'il y a un téléphone, je ne sais pas qui l'a passé. Ils ont appelé des gens à l'Union européenne, puis ils ont dit, là, Chris, vous allez arrêter de niaiser. Là. Vous ne ferez pas interdire des plateformes américaines, puis vous ne commencerez pas à menacer des PDG américains, parce que sinon, ça peut jouer à deux, ce petit jeu-là. Là. Ben, écoute, c'est ce qui était surprenant dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y ait aucune réplique du côté des États-Unis, parce qu'effectivement, quand tu vois l'Union européenne essayer de légiférer puis de sanctionner des compagnies américaines, tu te dis, attends une minute, t'as-tu vraiment juridiction? Moi, je pense que les démocrates et la gang à Harris puis Biden n'ont pas fait la job là-dessus. Là. Ils n'ont pas défendu leur compagnie comme du monde. Clairement. Donc, François-Philippe Champagne, ça n'est-tu un qui veut se présenter de les libéraux, ça? Habituellement, les losers du fédéral veulent aller au provincial. Ça, c'est le Fitzgibbon fédéral, ça. Là. Ouais. Fait que là, lui, il remet un tweet d'Elon Musk et il écrit « Typical Poliev nonsense ». OK, fait que là, maintenant, Poliev et Musk, c'est ça? Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que le fédéral
veut mettre en place un programme de 2,5 milliards pour envoyer des satellites dans l'espace pour fournir l'Internet aux Canadiens. Mais c'est parce que, les amis, ça existe déjà. Starlinks. Oui. Puis c'est ça, le gars du... c'est un conservateur qui a écrit ça. Il dit, hey, il l'a tagué sur Twitter. Il dit, hey, Elon Musk, combien ça coûte pour pourvoir chaque Canadien avec Starlink? Là, il dit, si c'est moins que 2,14 milliards, je pense que ça peut être rentable de le faire. Mais Elon Musk dit que c'est moins de la moitié de ce prix. Puis là, le gars, il dit, that sounds like a common sense solution for Canada to me. Voici une solution de gros bon sens ou de sens commun pour les Canadiens, selon moi. Et là, lui, il répond, they prefer giving money to foreign billionaires instead of supporting our industry. Ils préfèrent donner de l'argent à des milliardaires étrangers plutôt que supporter notre industrie puis nos travailleurs. Notre prêt va aider à construire la classe moyenne canadienne avec des satellites qui vont supporter des milliers d'emplois au Québec. Okay. Ça, c'est le sens commun. Non, depuis quand est-ce qu'on est un constructeur de rockets, nous? Non. Non. Est-ce qu'on est vraiment un constructeur? On est vraiment un constructeur de satellites? Ben non. Fait que là, c'est comme on pompe de l'argent pour développer des industries dans lesquelles on n'a pas tant d'expertise que ça. Là. Puis ça va finir comment tu penses? Mettons qu'on met au point nos satellites, nous autres, de notre côté. Là. C'est qui va les launcher, tu penses? Ce ne sera pas une compagnie canadienne. Là. Ils vont donner le contrat, peut-être pas à SpaceX parce qu'ils n'aiment pas Musk, mais ils vont donner le contrat à Boeing ou à des compagnies de même. Là. Voyons donc. Ben, ça va finir comment? Ça va finir... Ça va-tu finir comme Nordvolt? Hey. Qu'on a appris en fin de semaine qu'il suspendait certaines dépenses de ses employés au Québec et dans le monde. Hey, c'est clair que ça crée de l'inquiétude. On se demande même si on va être payé à la fin du mois. Ça, c'est des cadres intermédiaires. On lui a dit, là, il n'y a plus de voyage d'affaires. L'autre chose qu'on leur a dit aussi, c'est du matériel promotionnel aux couleurs de la compagnie, tu n'en achètes plus. OK? Hey, attends un peu, là. Je ne peux plus acheter de stylos aux couleurs de la compagnie pour donner à des clients potentiels ou faire de la représentation. La compagnie, il faut qu'elle aille mal en sacrement pour que tu sois rendu là. Quand tu fouilles un peu, là, tu te rends compte qu'il y a des articles suédois. Oui, on va y venir. Arrête-toi pas, on va y venir. J'ai l'impression que même les directeurs ne savent pas à quel point la situation est grave. Il n'y a probablement que le sommet de la hiérarchie qui est au courant. Un employé de Nordvolt cité par le journal suédois Noran. On va y venir au journal suédois. Mais là, c'est ça, là. On apprend là, que la planification de... Tu sais, parce que là, il s'est passé avec Nordvolt la même affaire qui s'est passée avec l'inflation. Il n'y en a pas. C'est localisé. C'est transitoire. Ben, Nordvolt, ça a été ça. Ah, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Ouais, ils vont peut-être ralentir un peu en Europe. Ah, ils vont peut-être aussi fermer une usine en Californie ou en tout cas renoncer au projet. Ah, ben le projet de Québec va peut-être être retardé de 18 mois, mais faites-vous-en pas, tout est correct. Là, qu'est-ce qu'on apprend? Ils sont rendus qu'ils ont de la misère à payer les employés. Hey, mais ils ferment des usines aussi. Il y avait la production de cathodes de leur côté, là, ils renoncent complètement. Ils vont acheter le matériel directement de la Chine dorénavant, puis de l'Asie. Ah. Complètement capoté. Il y a des sections de l'entreprise qui sont sacrifiées présentement. Ils ferment des usines en Europe. Là. Ah, c'est complètement fou. Là, traduction est un peu maison parce que c'est un journal en suédois, donc j'ai utilisé Google Translate. Là, vous comprendrez. Quand c'est écrit comme là, reconstruction, ça veut dire faillite. Là. Ben, en fait, c'est un terme qui est réellement utilisé, de ce que je comprends en Suède, c'est que c'est pas exactement une faillite, la reconstruction. C'est ce qui ressemble à nous autres, une proposition consommateur, disons. Genre. Donc, on dit crise Nordvolt se bat pour sa survie et selon plusieurs évaluateurs, il lui faut désormais très rapidement de nouveaux fonds. Ils n'en ont pas eu assez. Il pourrait y avoir une reconstruction dès demain, estime le professeur Christian Sandrom. Cette semaine, il croyait à la faillite d'ici 6 mois. Aujourd'hui, Christian Sandrom, professeur assistant à l'International Business School de Jönköping, est encore plus pessimiste. La décision de Nordvolt de mettre fin à toutes ses dépenses et déplacements contribue à l'analyse de Sandrom selon laquelle une reconstruction pourrait être à la porte. Ce serait un désastre environnemental, humain et financier. Bon, environnemental, on ne sait pas, là, Chris, tant qu'il n'y a pas de batterie de produits et qu'ils font rien.
Les Européens voient Nordvolt comme étant une méga révolution qui va permettre de sauver la planète, pour vrai. Tu sais, je veux dire, ils sont tellement loin dans le freak show écologique de leur côté, c'est l'enfer. Mais une entreprise, généralement, qui prend les actions que Nordvolt est en train de prendre avec ses employés, c'est une entreprise d'habitude qui reste que quelques mois de liquidité puis que ça achève. C'est ce qu'ils disent carrément là-dedans, là, que s'il n'y a pas de renflouement, le renflouement, c'est les actionnaires déjà qui sont principaux, puis s'ils sont capables d'attirer d'autres actionnaires à venir dans le projet, ben ils seront pas... Tu sais, c'est une entreprise qui a 150 millions de revenus puis a 1,5 milliard de dépenses. Vous voyez bien que l'argent doit provenir d'ailleurs que la vente de produits. Fait que la seule façon d'avoir du financement, c'est des prêts ou encore des émissions de nouvelles actions. Mais les actionnaires semblent au bout de leur rouleau. Là. Ils n'ont plus le goût de réinjecter de l'argent dans Nordvolt. Là. À court terme, l'entreprise peut survivre, dit l'analyste qui parle dans l'article, grâce à une injection urgente de capitaux, mais je n'ai aucune réponse quant à la provenance de ces capitaux. Il considère les pertes de croissance de l'année dernière comme un point de bascule. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à mal tourner pour Nordvolt. Il a été surpris lorsque le rapport annuel de 2023 est arrivé. Il a montré une perte de 12,5 milliards contre 3 milliards l'année précédente. Donc, ton déficit, tes pertes qui ont été multipliées par 4. Là. L'entreprise est mal gérée et la direction doit être remplacée. Il suffit de regarder les chiffres. À cela s'ajoutent les problèmes liés à l'environnement de travail, à une direction qui semble se cacher et ne pas répondre aux questions. Peter Carlson n'est peut-être pas adapté au poste de PDG. Écoute, tout indique que cette société-là est vraiment mal gérée. Mais tu sais, c'est pas comme si on avait donné ces prêts-là puis ces subventions-là à Nordvolt il y a 15 ans. Là. Ça a été fait dans la dernière année. Je pense ça a été fait dans les derniers 6 mois, Yann. Les conférences qu'on nous a annoncées en grande pompe, c'était quoi? C'était en février dernier? Quelque chose de même? Janvier, février? Fait que là, on est en train de comprendre que Pierre Fitzgibbon n'a peut-être pas démissionné à cause d'un froid avec François Legault ou à cause... Tu sais, on était là. Il démissionne pendant le dépôt de son projet de loi et tout ça. Finalement, je pense que le gouvernement du Québec vient de se rendre compte que ça va être un cataclysme, Nordvolt. Ça va être annoncé éventuellement, cette faillite-là. Ah ouais, moi, je pense qu'ils savent qu'il n'y a pas d'usine. Hey, 450 millions dans le beurre, là. C'est une catastrophe. Là. Puis il va falloir, plus vite on va tirer à plat, mieux que ça va être. Là. Mais le pire, c'est que quand tu fouilles encore présentement, là, on est encore réconfortant dans notre langage. On essaie encore de réconforter les Québécois puis de dire ouais, le projet a été reporté de 12 à 18 mois à peu près. Pas de stress, tout ça. Ils vont continuer de le faire. Puis même l'entreprise Nordvolt elle-même, dans ses communiqués de presse, elle dit ah ouais, on restructure, blablabla, mais les projets en Amérique du Nord, on garde espoir, puis tout ça, mais tu te dis, it's all bullshit. Là. Parce que la seule chose qu'ils essaient de faire, présentement, ils sont en mode panique, ils sont en mode essayer d'attirer des actionnaires à mettre de l'argent là-dedans en disant, regardez les projets qu'on a, regardez les subventions qu'on a, ces projets-là vont marcher, c'est sûr, ça va être rentable. Mais c'est une compagnie qui brûle tellement de cash qu'un actionnaire n'a pas le goût de lui donner de l'argent. Là. Il dit, OK, mon argent, est-ce que ça va servir à construire une usine ou ça va servir à payer des salaires? Ah, ça va servir à payer des salaires. Ah, mais je te donne pas une scène, man. Il y a un autre prof d'économie qui parle dans le... En fait, l'autre, c'était un analyste financier. Lui, c'était un prof d'économie, Magnus Eriksson. Lui, il dit, ouais, je pense que la faillite est pas mal inévitable. Il dit, le marché mondial des batteries est tellement concurrentiel que même si Nordvolt avait ses usines qui démarraient à pleine capacité, ça ne garantirait pas que l'entreprise serait viable. Parce que les batteries chinoises de quelques entreprises sont plus compétitives. Fait que vous voyez aussi comment c'est malsain cet environnement-là. Les politiciens ont tellement backé ces entreprises-là d'une manière éhontée qu'à un moment donné, on s'est dit, crème, attends un peu, là, c'est parce que les Chinois sont en train de produire des véhicules électriques vraiment pas chers. Ah, on va mettre un tarif de 100% dessus. Mais là, tu dis, OK, parfait. Fait que là, on va avantager les constructeurs occidentaux, entre guillemets. Mais là, même les constructeurs occidentaux, ils disent, ouais, mais c'est parce que la Chine a fourni des cristis de bonnes batteries pas chères, là. Fait que je vais peut-être prendre mes batteries là. Là, ils sont fourrés sur tous les sens. C'est quoi qu'on va nous pendre d'ici les prochains mois? Pour sauver Nordvolt, on va remettre des tarifs sur les batteries chinoises. C'est vers là qu'on s'en va, là? Mais ça se peut-tu que, tu sais, l'élément qui manquait, là? Parce que moi, je le dis depuis le jour 1 de la démission de Fitzgibbon, ou qu'on nous a annoncé. Je pense que c'est lui. Les fameux textos que lui et François Legault s'échangeaient, là, ça se peut-tu qu'il y ait un des textos qui se résume à peu près à François,
j'ai pas des bonnes nouvelles. J'ai parlé avec des gens et d'ici quelques semaines, on annonce la faillite de Nordvolt. Démission de Pierre Fitzgibbon il y a 11 jours. Ça nous met le 5 septembre. Le premier article qu'on voit apparaître comme de quoi que Nordvolt a des sérieuses difficultés financières, c'est le 9 septembre. Ça se peut-tu que ça fait son affaire, lui, un matin, de ne pas faire une tournée de médias pour expliquer? Je pense que ça fait son affaire. Moi, je pense que la nouvelle ministre n'a pas le goût de se lever un matin. Hey, l'histoire de « je suis pas trop motivé » puis tout, là. C'est-tu de la bouillie pour les chats, ça? J'ai jamais cru, puis je vous l'ai dit depuis le jour 1. Hey, mais Investissement Québec s'est fait rouler dans la farine par Luc Poirier, puis grand bien lui fasse. Là. Moi, je ne veux pas. Lui fasse, mais il les a roulés dans la farine. Il les a vendu un terrain de marde, 240 millions, alors qu'il avait payé 20 millions. Puis on a mis déjà 200 millions sur ce terrain-là. Mais 6 mois plus tard, la compagnie est quasiment sur le bord de la faillite. On a choisi un canard boiteux, on ne s'en est pas rendu compte. Investissement Québec sont pas bons. La Caisse de dépôt et de placement du Québec sont pas bons. Ils n'ont rien vu aller. Mais la semaine passée, c'était le concert des loges. Hey, c'est le meilleur ministre de l'économie qu'on a jamais eu. Quelle perte pour le Québec. Chris, ça a refait le tour des projets. C'est lequel qui a marché? Taiga, Lion électrique, Nordvolt, Flying Whale, le panier bleu. Il n'y a rien là. Dans ces 5 affaires-là, c'est 5 catastrophes. Y en a-tu un qui est capable de compenser les pertes qu'on a dans ces 5-là? Ben là, j'essaie de chercher, là, puis c'est parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il a attiré tellement de business. Ouais, on peut savoir la liste? Parce que celles qu'on connaît, c'est toutes des flops. 2023, la bourse fait des très bons rendements. 2024, la bourse fait des très bons rendements. Si tu places ton argent dans des obligations, tu fais du 4,5% à peu près dans ces années-là. Quel est le rendement d'Investissement Québec récemment? 2,7%. Ils sont pas bons. Tu aurais fait plus d'argent plaçant ton argent dans des obligations. Ah, c'est une catastrophe, man. C'est vraiment une catastrophe. Écoute, on va passer à la partie Patreon. On a du croustillant quand même parce qu'il y avait l'émission Feu vert qui continue. Donc, Joey a été mandaté pour nous sortir les extraits les plus croustillants. Ça, pour ceux qui ne le replacent pas, c'est la même émission dans laquelle une femme nous expliquait qu'elle prenait des mangues et du cornstarch pour se faire du lubrifiant maison et écologique. Donc, moi, je n'ai pas écouté. Je ne sais pas ce qui va sortir de là. Tu as mis la barre haute, là. Mais quand même, la barre haute, là. On a plein d'autres affaires aussi. L'actualité est assez foisonnante en fin de semaine. Des nouveaux sondages au niveau fédéral. Un petit graphique aussi sur la répartition idéologique des médias. On a toute l'histoire entourant là, El Gawabi puis la commissaire de pas tant de choses, là. Donc, on pourra en jaser derrière le paywall, chers auditeurs.